Aujourd'hui, devenir une femme guide de haute montagne, pour une femme, ça reste encore une sacrée performance. Moi, je suis la 17e femme guide de haute montagne en France et j'ai 36 ans aujourd'hui. J'ai pas l'impression d'être d'être vieille et pourtant, je suis que la 17e. Donc, devenir femme guide aujourd'hui, ça reste encore un exploit. Tu seras la 35e, la 40e, mais ça fait quand même pas beaucoup sur les centaines d'hommes qui sont devenus guides de haute montagne et même les milliers, parce qu'il y en a 1700 actifs, mais il y en a bien plus que ça qui ont été diplômés. Et de la même façon, faire des métiers comme le secours en montagne, ça reste exceptionnel. On n'est que 4 aujourd'hui. On sera sûrement 6 là, d'ici 2 ans. Il y a deux jeunes femmes là, qui se préparent pour les examens. Mais on n'est quand même que 6 sur 200. Il y a encore beaucoup à faire. Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue à l'écoute du 14e épisode du podcast Le camp de base, Rencontre au sommet. C'est aussi le dernier épisode de la saison 1. Alors je dois avouer que lorsque je me suis levée avec cette idée de faire un podcast sur la montagne en octobre dernier, je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Au départ, je voulais juste parler de montagne et je pensais pas créer une lettre bimensuelle, un site internet, un compte Instagram et surtout je pensais pas créer et produire autant d'épisodes. Bon, c'était vraiment une super expérience, c'était enrichissant, ça m'a permis de renouer vraiment avec le milieu duquel je viens et de rencontrer des personnes absolument géniales. Je suis aussi contente que ça se termine parce que ça a commencé à tirer un peu de faire autant d'épisodes. C'est le 14e plus les hors-séries, ça commençait à faire beaucoup à côté du travail et pour autant j'ai pris énormément de plaisir à fabriquer ce podcast. Je voudrais aussi remercier les copains qui m'ont poussé dans cette aventure. Un merci tout particulier à ma copine Camille qui a fabriqué cette superbe illustration pour faire du podcast un objet ludique que vous pouvez retrouver sur le site internet www.campdebase-podcast.com. Alors dans ce podcast, il ne s'agissait pas de fabriquer un fil de podcast pour parler de montagne et puis le balancer comme ça, mais j'ai beaucoup réfléchi au son, j'ai fabriqué les musiques et puis j'avais envie que le son soit presque impeccable. En tout cas, j'avais envie qu'il soit impeccable et je crois qu'il est presque impeccable. Visiblement, le travail paye puisque j'oscille entre la première et la deuxième place de la catégorie Wilderness chez Apple Podcast France. Ça me fait super plaisir. Et j'ai régulièrement une place dans les 100 premiers podcasts sport aux côtés de grandes radios qui ont beaucoup plus de moyens que moi puisque les moyens que j'ai sont égaux à 0. Alors oui, je me fous des classements, mais de voir que vous appréciez et que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le camp de base, ça me fait vraiment super chaud au cœur. Bon, mais trêve de bavardage parce que vous n'êtes pas là pour m'écouter parler de la genèse ni même de... des classements. Passons à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je rencontre une femme incroyable aux qualités physiques qui pourraient en faire pâlir plus d'un. Elle a fait de l'égalité dans les sports de montagne le combat de sa vie. Elle est l'une des rares femmes à la fois guide de haute montagne, ce qui est déjà hyper rare puisqu'elles sont une quarantaine en France, et elle fait aussi partie des secouristes CRS en montagne. Dans cet épisode, tourné en décembre dernier à l'Altiport de Courchevel, elle m'a parlé de l'organisation des secours en montagne, de la vie d'une femme qui a décidé d'être mère tout en continuant sa carrière avec un très haut niveau sportif, mais aussi, évidemment, de son camp de base et de sa première course en montagne. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Marion. Salut Émilie. Tu me reçois Marion dans un endroit hyper privilégié. Est-ce que tu peux d'abord le décrire aux auditeurs et aux auditrices ? Alors là, on est dans la partie du SAF. C'est une société privée d'hélicoptères, de portage et qui remplit aussi des missions de secours en montagne. Donc on a un local pour les secouristes en montagne. Qui est bien aménagé, qui est un peu petit mais cosy. Enfin voilà, c'est toujours un petit peu du bricolage entre les ordinateurs qui sont plus très neufs et notre matériel qu'on doit caler dans les casiers. Puis on a beaucoup de matériel parce que c'est l'hiver, donc on a nos skis de randonnée, nos raquettes, notre sac de secours, des doudounes et encore des doudounes, des vêtements de rechange parce que si on doit rester longtemps dans la neige pour faire des recherches, on va être trempé. Voilà, on a pas mal de matériel. Et puis on a un petit coin repas
pareil, là c'est un petit peu... c'est là où on est en train de faire l'interview, c'est un petit peu ancien. Il y a toutes les photos de tous les anciens secouristes. Et voilà, c'est assez familial, on va dire, comme ambiance. Alors, il consiste en quoi exactement ton travail ici ? Alors, depuis cette année, j'ai fini mon diplôme de chef d'équipe secours. Donc, ça veut dire que je peux mener une équipe de secours et être seule dans l'hélicoptère. Et donc, c'était la condition pour pouvoir monter à Courchevel, prendre la permanence du secours en montagne l'hiver. Parce que l'été, on a un hélicoptère qui est un petit peu plus gros, c'est la sécurité civile, c'est Dragon 74 qui vient à l'altiport de Courchevel, qui du coup s'appelle Dragon 73. Et l'hiver, c'est le SAF, ils ont des hélicoptères un petit peu plus petits. C'est des 135 au lieu d'être des 145, mais bientôt il va y avoir aussi des 145. Enfin bon, bref, c'est des plans de secours, c'est assez compliqué, c'est des batailles entre départements, préfectures, et je suis loin de gérer tout ça. Mais en attendant, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, c'est mon premier jour à la base de Courchevel en tant que chef d'équipe secours. Donc c'est un petit peu le stress, mais c'est aussi la prévention des premières. Pour bien comprendre de quoi on parle, est-ce que tu peux nous dire ce que sont les CRS en montagne ? Nous, on est les CRS montagne, donc on fait partie de la police nationale. On fait partie des CRS du maintien de l'ordre. Dans les CRS du maintien de l'ordre, on est 200 agents à être spécialisés montagne. Et on est en alternance hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on prend la première alerte une semaine sur 2 avec les PGHM, les pelotons de gendarmerie de haute montagne, qui, eux, dépendent de la gendarmerie et sont basés à Bourg-Saint-Maurice. Tandis que nous, les CRS Savoie, montagne de Savoie, on est basé à Halleherville. La différence entre les gendarmes et les policiers, on peut la rappeler rapidement, c'est que les gendarmes, ils sont dans les petites villes de moins de 15 000 habitants et les policiers dans les grandes villes, Paris, Marseille, Rennes, vous verrez des commissariats. Et si vous êtes dans une petite ville comme Courchevel, vous verrez une brigade. Et dans vos missions, dans les secours, qu'est-ce que vous faites exactement ? Donc au niveau du fonctionnement, on fait vraiment le même métier. On a les mêmes hélicoptères, les mêmes médecins qui montent avec nous dans l'hélico. On a les mêmes manips de secours, le même matériel. Mais voilà, on ne dépend pas du ministère. On peut se demander pourquoi c'est comme ça. C'est une longue histoire du secours en montagne en France, une petite concurrence entre les institutions. Et puis finalement, ça fait une concurrence un peu saine parce qu'il y a aussi les pompiers qui font du secours en montagne, les GMSP. Donc ils sont un peu moins présents dans les secours héliportés. Mais il y en a quand même aussi à Annecy, en 74 sur la base de Méthème. Et par contre, en Haute-Savoie, vous ne verrez pas de CRS montagne. Voilà, c'est très complexe le secours en montagne en France. Mais dans tous les cas, si vous faites le 112, il y aura quelqu'un qui viendra et ça marche très bien. Alors justement, c'était la question que j'allais te poser, Marion. Dans quel cadre, toi, tu interviens avec ton équipe ? Si quelqu'un, donc accident grave sur piste, qui demande une médicalisation rapide, parce que nous, on a un médecin avec nous dans l'hélicoptère, tandis que les pisteurs qui travaillent dans les stations, ils n'ont pas de médecin avec eux toute la journée. Donc si c'est un accident grave, on va venir tout de suite sur la piste avec notre médecin, et aussi pour donc les accidents en montagne, en dehors des stations. Donc alpinisme, cascade de glace, ski de randonnée. Moi, je suis rentrée en 2016 dans les CRS montagne, et comme j'étais déjà guide de haute montagne, j'ai rejoint très rapidement les sections montagne. Comment est-ce qu'on se lance dans une carrière de secours en montagne comme ça ? Alors le métier de guide de haute montagne et le métier de secouriste, alors c'est très proche parce que c'est le même milieu, mais c'est vraiment pas la même finalité. Moi j'ai commencé par faire guide de haute montagne, je faisais de la formation pour les chasseurs alpins. Avant tout j'étais d'abord militaire, chasseur alpin. J'étais instructeur montagne à l'école militaire de haute montagne de 2008 à 2015. Il n'y avait jamais eu de femme à ce poste-là. Il y en a eu une deuxième là, depuis 2019. Et puis j'ai voulu quitter l'armée et puis j'ai vu qu'ils cherchaient des guides de haute montagne dans la police nationale. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? Et j'ai passé donc ma formation de gardien de la paix. Et à ma fin de mon école, j'ai pu revenir directement dans la spécialité montagne. C'est plutôt une question d'opportunité. En fait, moi, j'aimais la montagne. Je suis d'abord devenue guide de haute montagne. Mais en même temps, guide de haute montagne, c'est un métier souvent où tu es travailleur indépendant. Et moi, ça me stressait un petit peu. J'étais travailleuse indépendante quand j'avais 20 ans et que j'étais monitrice d'escalade. Et c'était mon petit job d'été quand j'étais étudiante et c'était cool. Mais faire toute une carrière comme ça me semblait un petit peu précaire. Et en plus, en tant que femme, je me disais pas absolument que je voulais faire des enfants, mais c'était une option qui me plaisait. Et je me voyais pas être travailleuse indépendante et maman, parce que ça veut dire que tout le temps de ta grossesse et de postpartum, de récupération, tu travailles pas, tu gagnes pas d'argent. Financièrement, ça me semblait... pas très stable. L'indépendance financière, c'est quand même quelque chose que ma maman m'a toujours dit que c'était quand même très, très important, que l'indépendance financière, c'est la liberté et les choix. Et donc, c'est vrai que du coup, je suis un peu plus restée vers la fonction publique.
dans la montagne. Dans la fonction publique, il existe plein de métiers incroyables. Enfin, si j'avais su au collège qu'on pouvait faire de la montagne tout en étant fonctionnaire, j'aurais été plus rapide pour rejoindre ce parcours. Là, j'ai fait l'école de Guernal-la-Pêche, j'avais déjà 30 ans. Et puis, finalement, de la montagne, j'ai découvert le secours en montagne et toutes les techniques, et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Alors, on va revenir un peu sur la genèse de tout ça. Toi, tu as grandi où ? Alors moi, je suis née à Nancy, Meurthe-Moselle 54, mais j'ai grandi en Haute-Savoie, à La Roche-sur-Foron. Après, j'ai habité un petit peu à Grenoble faire mes études. J'ai fait 2 ans à Grenoble, une année Erasmus en Allemagne. Pendant le lycée, ça a quand même changé beaucoup de choses. J'ai eu la chance de pouvoir partir une année aux États-Unis. Après ma première, mes parents m'ont inscrite dans une association, Student Travel School, STS, et du coup, j'étais dans une famille d'accueil, accueillie gratuitement. J'étais dans une high school américaine, et là, ça m'a quand même vraiment fait du bien, parce que avant ça, je voulais faire prof de maths, mais je me disais que, parce que prof de maths, j'aurais le temps, comme ça, j'aurais toutes les vacances pour faire du ski ou de l'escalade. Et puis, en fait, aux États-Unis, il y a un petit peu ce mouvement de pensée sur le yes, you can, mais go for it, et puis de repousser ses limites mentales, et puis d'essayer, en fait. Et que échouer, c'est pas si grave que ça, mais que ne pas essayer, c'est plus grave que d'échouer. Et donc, je me suis dit, non, prof de maths, finalement, c'est un peu dommage, parce que je sais que c'est quelque chose que je peux faire. Donc, c'est un peu dommage de le faire, presque. Et donc, c'est pour ça, en rentrant des États-Unis, j'ai passé mon bac, je suis allée un petit peu à la fac faire une fac de langue, mais je faisais plutôt de l'escalade et du ski que de la fac. Hein. Mais j'ai quand même réussi à valider un petit peu mes années. Mais finalement, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais ce qui est sûr, c'est que je ne voulais pas faire que ça. Je sais pas trop ce que je voulais faire de la montagne à fond, et je voulais être dehors, et c'est ça qui me plaisait. Et puis finalement, à force de m'entraîner et de faire que de l'escalade et du ski plutôt que d'aller en cours de fac, j'ai quand même eu ma licence, mais ça m'a permis d'avoir un bon niveau technique et de rentrer directement à l'armée, au groupe militaire de haute montagne. Et ton enfance en Haute-Savoie, elle ressemble à quoi ? Elle était assez classique, hein. J'allais au collège, je faisais un petit peu du ski le mercredi après-midi, le vendredi après-midi avec l'UNSS. J'ai commencé l'escalade en 4e avec une classe sport escalade. C'était un prof de PS qui avait monté ça à ce moment-là. Et puis, elle aurait pu être très normale, mon enfance, et puis le reste de ma vie aussi, mais en fait, j'étais quand même complètement énervée. C'est-à-dire que j'avais besoin d'être dehors, j'avais besoin d'être dans les montagnes. Je me souviens que les copains du collège et du lycée, ils allaient au City Stade, un peu zoner, fumer des pétards, dragouiller, enfin voilà. Et moi, je trouvais ça super ennuyeux. Alors, je prenais mon vélo, et puis j'allais jusqu'au bout de la route, et après, je posais mon vélo, et puis je marchais dans la montagne, et puis au sommet de cette colline, là, je pouvais voir le sommet du Mont Blanc. Et après, j'étais contente, et je rentrais chez moi le soir, et j'avais vu le Mont Blanc. Ça, c'était mon objectif de la journée quand j'étais au collège ou au lycée. Je pensais qu'à ça, je pensais qu'à aller grimper ou aller skier. C'est quoi ton premier souvenir de haute montagne ? Alors, ma première course, ce serait avec mon papa. Mon papa, il avait fait de la haute montagne, et puis après, il a perdu beaucoup d'amis, et puis il a fait beaucoup de deltaplane, et ensuite du parapente. Mais il connaissait un petit peu les techniques. Bon, ça datait un petit peu, ses techniques et son matériel, mais il savait quand même à peu près comment marcher sur un glacier et faire des courses de haute montagne. Donc, au bout d'un moment, à force que je le harcèle pour qu'il m'emmène faire quelque chose, il a bien voulu. On allait faire la Pointe Isabella, dans le massif du Mont Blanc. Donc, c'est au-dessus du refuge du Couvercle. Et c'était juste fantastique. Alors, aujourd'hui, avec le recul, je me rends bien compte que la Pointe Isabella, pour une première course, c'est pas du tout adapté. C'est bien trop long, bien trop ambitieux. Et d'ailleurs, j'en ai vraiment chié. Clairement, j'ai ramassé. Hein. Rien que de monter au refuge du Couvercle, pour une ado de 16 ans, ça fait déjà une bonne course. Hein. Il y a des échelles qui sont très raides. Mon papa, il disait que ça servait à rien de mettre la corde parce que de toute façon, si on tombait, il fallait de toute façon pas tomber et pas se prendre de pierre parce qu'on pouvait pas accrocher la corde. Maintenant, il y a des mousquetons et puis on peut accrocher la corde sur les échelles, mais à l'époque, il y avait rien. Donc, il a dit que la corde, ça servait à rien. Donc, on mettait pas la corde. Et ensuite, le lendemain, donc on a dormi au refuge du Couvercle et le lendemain, on traverse le glacier du jardin de Talefre et mon papa, il avait pas pensé au fait qu'en 20 ans, le glacier, il avait quasiment disparu. Du coup, c'était beaucoup plus long. Il fallait descendre la moraine, ensuite remonter sur le bord du glacier, ensuite traverser tout le glacier jusqu'au départ de la Pointe Isabella. Et comme suite au retrait des glaciers, les pentes, elles étaient plus raides et plus en glace que à son époque, on va dire, que 20 ans plus tôt. Et donc, du coup, l'objectif était quand même vraiment ambitieux pour une jeune de 16 ans. Le retour, on a raté le train du Mont-en-Vert, évidemment. On a tout descendu à pied. Moi, j'avais des chaussures de montagne. C'était des Koflax, c'est des espèces de chaussures de ski, des espèces de chaussures de ski sur lesquelles tu mettais des crampons. Voilà, c'est des chaussures de montagne avec des coques en plastique. C'était très, très inconfortable. Du coup, moi, j'ai fini pieds nus sur le sentier. J'avais des cloques qui étaient énormes. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner.
Donc il a essayé de me dégoûter, mais il n'a pas réussi. Et alors, ta deuxième course? Et après, ma deuxième course, c'était le papa d'une amie. Ils sont allés faire les dômes de Millage. On n'a pas fait grand-chose. On est monté au refuge des conscrits. Et puis après, sur les dômes, c'est une arête effilée qui est assez impressionnante. Et puis, du coup, la copine, elle avait peur. Le papa aussi. Son ami aussi. Du coup, on n'a rien fait. Moi, c'était un peu frustrant. Mais c'est pas grave. J'étais quand même vraiment trop contente d'être là-haut. Bon, alors, contrairement à tous les autres participants au camp de base, je pose toujours la première question de quel est ton camp de base et où est-ce qu'il est, dans quel massif. Là, on a déjà déroulé quelques questions, mais je te pose la question maintenant. Ton camp de base, il est où? Il ressemble à quoi? Et il est dans quel massif? Mon camp de base, pendant longtemps, c'était Chamonix. J'habitais 11 ans à Chamonix. Et quand j'étais au lycée, Chamonix, c'était vraiment l'endroit rêvé. C'était au pied du Mont Blanc. C'était l'endroit où je pouvais facilement aller grimper parce que t'as pas besoin de voiture pour aller faire de l'alpinisme à Chamonix. Tu prends le train, t'arrives au centre-ville de Chamonix. Ensuite, soit tu as un téléphérique ou alors tu montes à pied si t'as pas de sous pour payer le train du Mont-Auvergne, comme ça m'est arrivé quelques fois. Et puis voilà, en fait, t'es en haute montagne. Donc Chamonix, c'était vraiment le lieu rêvé. Je voulais absolument habiter là-bas. Donc après mes études, après ma licence, je suis allée m'installer à Chamonix, faire des petits boulots. Et puis assez rapidement, j'ai eu l'opportunité de rentrer au groupe militaire de haute montagne. Et puis à partir de là, j'étais payée à faire de l'alpinisme. Donc c'était juste fabuleux. J'ai vraiment pu profiter du massif à 100%, même 300%. Et puis aujourd'hui, mon camp de base, j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi. Et Chamonix, avec un bébé, c'est un peu plus compliqué parce que c'est hyper cher. Et puis finalement, on a moins le temps d'aller en montagne. Alors ça avait plus tellement de sens d'être au pied de ces belles montagnes. Là, ça me faisait trop de l'œil. Donc finalement, maintenant, j'ai demandé l'affectation à la CRS d'Albertville, donc pour faire le secours en montagne en Savoie. Et on habite au pied de Beldon. Et ce qui est chouette, c'est que mon compagnon, il a aussi un pied-à-terre à la Grave. Donc comme ça, je peux quand même garder un petit lien avec les hautes montagnes, parce que bon, c'est vrai que c'est sympa la Savoie, mais c'est pas pareil. Bon, allez, je te le donne. Mais seulement cette fois-ci. Hein. Et oui, les hautes montagnes de la Grave, on retrouve notamment... alors, toi, tu es très active sur les réseaux sociaux. À la Grave, il y a Benjamin Ribert et Erin Smart. Ouais, qui font aussi un gros travail, qui sont tous les deux guides. J'aimerais bien qu'on parle finalement de la difficulté de faire une carrière quand on est une femme dans les secours. C'est quand même très sportif, c'est très exigeant physiquement. Vous êtes combien à faire ce métier à l'heure actuelle où on se parle, là en décembre 2021 ? Alors dans les CRS Montagne, on est 200 agents, on est 4 femmes. Et donc au PGHM, ils sont 300 agents et elles sont 2 femmes active. Il y en a une 3e qui est en dispo en ce moment. Voilà, ça fait 2%. Ouais. Alors, tu me disais tout à l'heure que tu as une fille de 2 ans et demi. Ça a été compliqué, non ? Alors, tu parlais du fait, déjà, en tant que femme, si c'était dur physiquement, etc. Alors, le plus dur, c'est absolument pas le quotidien, le métier au quotidien. Ça, il n'y a aucun... Enfin, non, physiquement, une femme peut très bien le faire. On parle de l'aspect physique du métier. Une femme est entraînée et plus forte qu'un homme. Ça, c'est quand même important de le rappeler, qu'il y a des femmes plus fortes que les hommes. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que tous les hommes sont plus forts que toutes les femmes quand on est au collège, par exemple. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais en 4e, j'étais réglée, donc j'étais une femme. Je faisais quasiment ma taille adulte à 5 cm près. On me regardait, on avait l'impression que je faisais 16-18 ans facilement, tandis que les garçons de ma classe, là, en 4e, c'était pas très intéressant, hein, on va être honnête, hein, ils m'arrivaient à l'épaule et bon, voilà quoi. Mais ce qui était quand même fou, c'est que quand on faisait le PS, donc moi j'étais très sportive, mon papa était prof de PS, le barème en course à pied, et pour tous les garçons, il était plus dur que pour toutes les filles. Donc c'est-à-dire que même si t'étais une fille, donc j'étais une femme, mais bon, voilà, en collège t'es encore une fille, même si t'es une fille et que t'es réglée et que tu fais une tête de plus que les garçons, les garçons ils doivent courir plus vite pour avoir la même note que toi. Ce qu'on te balance comme message là en classe de sport, c'est que tous les garçons sont plus forts que toutes les filles et les barèmes sportifs sont faits dans ce sens-là. On tient pas compte du fait que t'es une fille qui fait beaucoup de sport à côté, qui est hyper entraînée, qui a déjà fait ta poussée de croissance. Et c'est le message qu'on nous balance tout le temps. Donc faire un métier d'homme, oui, c'est carrément accessible pour les femmes, mais il faut s'entraîner. Mais aussi les hommes qui viennent dans ces métiers-là, ils sont entraînés. N'importe quel homme ne peut pas faire le métier de secouriste en montagne ou de guide de haute montagne. Déjà parce qu'ils en ont pas forcément envie, ce qui peut tout à fait se comprendre. Et puis il faut des compétences physiques, c'est sûr. Et puis il faut les travailler. Si on les a pas au début, on peut très bien les travailler et les acquérir par la suite. C'est absolument pas
c'est jamais perdu. Enfin, ça demande beaucoup de travail, mais c'est tout à fait possible. Non, je pense que le plus dur en tant que femme dans ces métiers-là, c'est surtout de se dire, dans la tête, de se dire, après tout, pourquoi pas moi pourquoi est-ce que je ferais pas ça? Et une fois qu'on a fait ce chemin-là, de se dire, bah ouais, en fait, c'est ça qui me plaît, c'est ça que je veux faire. Après, derrière, ça roule, parce qu'on va se mettre en place des choses pour pouvoir s'entraîner, se préparer correctement, on va se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Mais le plus difficile, c'est de se donner cet objectif-là. Parce qu'il y a très peu de rôle modèle, il y a très peu d'exemples, il y a très peu de femmes qui sont passées. La première femme de PGHM à Chamonix, c'est 2011. Et la première femme en CRS maintien de l'ordre, elle est arrivée seulement en 2012. Et moi, je suis arrivée au CRS montagne en 2016. Sachant que les secours ont été créés en 1956. En 1957, pardon, pour les CRS montagne et 1958 pour les PGHM. Donc ça, il a fallu 60 ans quand même pour que les femmes, elles arrivent. Donc le plus dur, c'est pas de passer l'examen et de le réussir. Et c'est encore moins le quotidien, parce qu'une fois qu'on a passé ces barrières techniques qui sont élevées au début, mais carrément accessibles, attention, encore une fois, bah derrière, après, ça roule. Mais le plus dur, c'est de se projeter dans ce métier-là, de s'imaginer pouvoir le faire, de se fixer l'objectif. Ce qui était compliqué, c'était de trouver le moment dans la carrière pour pouvoir caler un enfant, on va dire, parce qu'on a beaucoup de stages de formation, on est souvent en déplacement, et du coup, à quel moment on le fait? Parce qu'il y a toujours un stage derrière, et puis en plus, il faut être en forme physiquement pour faire tous ces stages. Donc c'est pas si simple à caler dans la carrière. Quand j'en parlais avec mes collègues, c'est vrai qu'ils ont pas ces problématiques-là. Eux, ils font leur stage et en même temps, les bébés, ils arrivent, quoi. Voilà, et du coup, c'est pas méchamment du tout, hein, mais ils voient pas du tout l'organisation de la carrière et la problématique de la même façon. Clairement, en tant que femme, déjà entre 20 et 30 ans, t'y penses pas du tout et tu te dis que t'en auras jamais, que c'est pas ton truc et tout ce qui compte, c'est d'aller en montagne. Et puis là, à partir de 30 ans, tu te dis, ouais, en fait, si je le fais pas maintenant, c'est peut-être quelque chose que je ferai jamais dans ma vie. Parce que, on nous dit qu'après 40, c'est quand même plus compliqué. Et donc voilà, t'as une fenêtre de tir entre 30 et 40. Si on pouvait les faire avant 30 ans, je pense que ce serait super, mais voilà, d'un point de vue professionnel, c'est un peu le moment où tu dois passer tes diplômes, tu dois t'entraîner, t'es en forme, etc. Après 30 ans, t'es toujours en forme, mais si tu décides de faire le bébé à ce moment-là, du coup, ça te ralentit un petit peu. Enfin voilà, c'est un calcul à faire, parce que tout ça, il faut le faire avant 40 ans, et c'est hyper court. Et c'est hyper compliqué de caler tout ça, sachant qu'une grossesse, alors moi, j'ai arrêté de travailler pendant 10 mois, et j'ai arrêté de faire du sport pendant 2 mois. Bon, après, je faisais du sport, adapté, évidemment, et je pouvais pas faire de mission de secours, et je montais pas dans l'hélicoptère, ni de journée de guide de formation. Mais voilà, c'est à la fois long et à la fois très court sur une carrière totale qui dure jusqu'à... Nous, on part à 53, 55 ans, là, les secouristes en montagne. C'est à la fois très long quand tu es sur le moment, et parce que ça arrive à des moments de ta carrière assez clés où tu as toutes tes formations, puis à la fois... très court, quoi, sur une carrière totale, parce que 10 mois d'arrêt, en fait, c'est un croisé, ça prend 6 mois, c'est une épaule qui traîne un peu, ça prend 4 mois, et voilà, on les a fait, nos 10 mois. Et quand on fait des métiers hyper sportifs comme nous, les blessures, c'est assez courant. Enfin, des gars qui arrêtent de travailler pendant 10 mois, ça arrive quand même assez régulièrement. Mais souvent, ça arrive pas avant 40 ans, ça arrive plutôt après. Non, et j'exagère, ils peuvent très bien se blesser avant, ça arrive aussi avant. Enfin voilà, du coup, c'est cette problématique où on voit bien que le système des carrières est pas du tout adapté à la maternité. À la paternité, oui, ça c'est sûr, surtout que les congés paternité sont quand même assez courts, même s'ils sont passés à 28 jours, ça ralentit pas une carrière. Moi, c'est sûr que ça m'a mis un gros frein, tu perds une année, quoi. Quand tout se passe bien, hein, quand tu tombes enceinte assez rapidement, au moment à peu près où tu as décidé, et que bébé il sort bien, et que toi tu peux te remettre assez bien, et quand tout se passe bien, hein, parce que ça peut encore être compliqué, c'est quand même pas si simple de mettre un bébé au monde. Et voilà, après, au niveau de l'institution, j'ai eu un super accueil dans le sens où, moi, mes supérieurs, quand ils ont vu que j'étais enceinte, d'abord, ils m'ont félicité. Et ça, c'était assez touchant. Et bon, ils n'ont pas levé les yeux au ciel en disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire de toi pendant tout ce temps-là ?» Non, ils m'ont félicité et ils m'ont dit « C'est super, on est vraiment super contents pour toi, t'as bien fait de faire ce choix, c'est vraiment une belle aventure. » Et il y aurait franchement, voilà, nous, on trouve ça génial et on se dit que ça aurait été dommage pour toi de passer à côté. Donc, ils ont vraiment été chouettes. Après, ça, c'était dans le public, voilà, c'était l'accueil que j'ai reçu au niveau des CRS Montagne dans le public. Par contre, dans le privé, je peux pas en dire autant, parce que donc pendant 6 ans, j'ai eu des partenaires matériels, et quand j'ai annoncé ma grossesse, ils m'ont dit, comme t'es enceinte cette année, on va pas te mettre ces 2500 € de dotation de matériel comme prévu, on va te mettre que 1000, vu que tu vas rien faire cette année. Sous-entendu, en alpinisme et en extérieur, mais je vais quand même faire...
de la formation, des interventions, des conférences, des réseaux sociaux. Je peux quand même faire pas mal de choses. Et pendant ce temps-là, moi, mon matériel est vieilli. Et puis, c'est quand même 1 500 € de matériel que je ne vais pas toucher. Alors que les papas, des athlètes qui vont être papas en même temps que moi, on leur donne autant de matériel. Pourtant, j'imagine qu'ils vont quand même ralentir leur activité pour s'occuper de leurs enfants ou de leurs compagnes. Enfin, j'espère. Même si c'est pas toujours le cas. Mais la plupart du temps, maintenant, c'est quand même le cas. Les jeunes papas, ils sont quand même bien plus investis. Mais eux, on leur a pas proposé de 10 000 € de dotation. Donc j'ai un petit peu râlé parce que ça, c'est de la discrimination. C'est l'article 225-1 du Code pénal. Et ça, je le sais parce que j'ai fait une école de gardien de la paix. Donc on étudie un petit peu ce genre de choses. Et il y a une association qui s'appelle Éthique et Sport qui m'a mis rapidement en relation avec un avocat qui donne des conseils gratuitement sur ces problématiques de violence et puis de discrimination, de dopage, qui m'a confirmé tout ça. Et donc du coup, dans la foulée, j'ai réécrit un mail en leur disant que c'était quand même illégal. Et puis, je sais pas, il y a un aspect moral mais qui m'a quand même complètement choquée, parce qu'à ce moment-là, moi, je suis enceinte de 3 mois, je sais pas si l'enfant, il va naître avec 4 doigts, s'il va naître, si je vais perdre l'enfant à 5 mois, à 2 jours, enfin, il y a quand même, voilà, c'est pas si simple de faire un bébé, et j'ai trouvé ça humainement vraiment dur, au-delà de l'aspect matériel et financier, humainement vraiment dur. Et on se sent comme pas abandonné, pire qu'abandonné, enfin, vraiment jeté en mode... de toute façon, t'es plus dans le coup, là, c'est bon, t'es passé en mode mère au foyer. Encore une fois, oui, c'est long de faire un enfant, c'est 10 mois d'arrêt. Enfin, moi, ça m'a pris 10 mois, mais à la fois, c'est court parce que sur une carrière complète, ça passe vite. Donc, ce partenaire matériel, à la fin de l'année, est un peu contrarié, que je l'ai forcé contraint à me faire mon contrat de 2 500 prévu initialement. Il m'a viré à la fin de l'année, sous prétexte que j'étais pas assez performante et pas assez communicante. Donc j'ai perdu 2 500 de dotation matérielle. Et l'année suivante, mon deuxième partenaire qui me donnait aussi 2 500 € de matériel, donc j'avais 5 000 au total, ils ont sorti un clip où on voit pas de femmes en train de faire de sport de montagne en extérieur. Il y a un homme qui fait la cascade de glace, il y a un homme qui fait du trail. Donc il y a 10 athlètes en tout. Il y a une femme qui fait de l'escalade indoor et une femme qui fait du ski freeride, mais vraiment on peut pas l'identifier comme une femme quand on regarde le clip. Et il y a 8 athlètes hommes. Et ils me demandent de partager ce clip sur mes réseaux sociaux. Donc je leur demande, oui, pourquoi pas. Enfin, ça me gêne un peu parce qu'il n'y a pas de femmes en train de faire... Je fais quand même beaucoup d'efforts pour la promotion des femmes en montagne, avec le club Lead the Climb, avec tous mes posts et mes discours et mon parcours. Et là, il n'y a pas une seule femme dans le clip, alors que moi, je suis chez vous et je suis athlète chez vous. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas contacté ? Ah ben oui, mais t'étais enceinte. Et donc, vous ne m'avez pas contacté pour du travail de mannequinat pour votre club, pour votre clip, parce que j'étais enceinte. Enfin, c'est un petit peu limite au point de vue discrimination. Ah oui, mais on voulait pas de femme enceinte dans notre clip parce qu'on veut pas être accusé de faire travailler une femme enceinte. Voilà, en 2020, le genre d'argument qu'on peut entendre encore par rapport aux femmes enceintes dans le privé. Alors je leur ai dit, non, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est ne pas prendre une femme enceinte, c'est compliqué quoi. Si vous me proposez du boulot que moi physiquement je peux pas, je me demande un mot à mon médecin et puis je justifie comme ça. Mais là, vous m'avez même pas proposé. Et au final, il n'y a aucune femme dans votre clip. Moi, je peux pas partager ça sur mes réseaux. C'est comme compliqué, c'est pas logique avec ce que j'essaye de promouvoir et ce que vous me dites d'ailleurs promouvoir aussi depuis les 6 années que je travaille avec vous, accessoirement. Vous dites toujours que vous voulez aider les femmes, mais en fait, dans les faits, il n'y a pas de femmes dans votre clip professionnel promotionnel des sports de montagne là, cette année, en 2020. Donc là, on est en 2020. Et donc, si c'est comme ça et que tu critiques notre travail, t'as plus rien à faire chez nous. Au revoir. Le problème, c'est là, on est au mois de mars 2020 et il m'avait déjà fait une proposition de contrat au mois de janvier. Donc, de nouveau, j'ai fait appel à l'avocat de Éthique et Sport qui m'a confirmé qu'effectivement, une promesse de contrat par mail, vos contrats, et qu'ils étaient forcés et contraints de me faire un contrat pour l'année 2020. De toute façon, on était au mois de mars, je leur ai dit, mais je ne vais pas aller démarcher des partenaires matériels en mars pour l'année 2020. Enfin, tout le monde a déjà bouclé ses budgets et choisi ses athlètes. Là, c'est pas normal que vous me jetiez là au mois de mars alors que c'était prévu en janvier. Enfin, je suis dans vos lignes budgétaires complètement hallucinant. Donc très contrarié, ils me font donc le contrat pour 2020 de 2 500 € de dotation matérielle, tout en me disant que de toute façon, si c'est comme ça, j'aurai jamais de contrat pour plus tard. Donc dans les faits, l'année suivant ma grossesse, je perds 5 000 € de dotation matérielle annuelle. Et ça, c'est des contrats que tu peux garder jusqu'à 40, 45 ans. Certains athlètes jusqu'à 50 ans, quand ils gèrent bien leur com et qu'ils sont bien copains, on va dire, avec les team managers aussi, les gens qui gèrent les contrats de sponsoring, ça peut durer jusqu'à 50 ans. Imaginons que si j'avais gardé les contrats jusqu'à 40 ans, ça faisait 5 000 fois 5 années, ça fait quand même 25 000 € de matériel. Ouais, j'ai perdu 25 000 € de dotation matérielle parce que j'ai eu ma petite. Et je pense que si j'avais pas eu ma petite, il n'y aurait pas eu ces problématiques avec ces marques, il n'y aurait pas eu ces débats. Et je pense que je serais toujours chez eux. Et les papas athlètes,
à qui on a eu un bébé à peu près en même temps sont toujours chez eux avec les mêmes contrats. Ça se passe pas comme ça avec toutes les marques. Là, je vous parle de 2 belles marques françaises, Petzl et Millet. Et les amis qui ont eu des enfants et qui sont aussi athlètes, elles travaillent avec des marques anglophones, des marques étrangères. Ou alors des petites marques françaises. Mais en tout cas, pas Petzl et Millet. Alors cette année, il y a une nouvelle athlète femme qui est enceinte chez Millet. Alors on verra bien, maintenant je pense qu'ils vont plus avoir le choix, ils vont devoir la garder. Et puis Petzl, je pense que quand ils auront de nouveau des athlètes enceintes, ils vont essayer d'être un petit peu moins bêtes, parce que je pense que pour leur réputation, là, c'est quand même pas super ce qui s'est passé. Voilà, donc aujourd'hui, une grossesse dans le monde de la montagne, dans le privé, moi mon expérience c'est celle-là. Alors j'espère qu'il y aura des meilleures expériences par la suite. Je pense qu'il y en a eu des meilleures avant moi, mais là la mienne c'est celle-là quand même. Du coup, j'ai pas vraiment cherché des nouveaux sponsors parce que l'expérience m'a un peu refroidi. Et je me suis dit que je voulais plutôt être indépendante et puis ne devoir rien à personne. Et puis l'indépendance financière, c'est bon, je l'ai, du coup, j'ai travaillé pour ça. Et puis, par contre, le seul regret, c'est que quand on est sponsorisé, on gagne en visibilité. Et c'est vrai que moi, j'ai à cœur de partager mon expérience en tant que guide et secouriste en montagne, montrer à d'autres femmes que c'est possible, que c'est chouette et que c'est accessible et qu'aujourd'hui, il y a de la place pour elles. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, je suis un peu déçue de perdre cette visibilité. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens de visibilité comme ce podcast. J'espère bien, écoute, maintenant qu'on en parle. Alors, tu es hyper active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Twitter. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix, justement, de devenir une personnalité publique et de prendre la parole sur ces réseaux où tu peux être suivie par tout le monde ? Au tout début, j'ai posté une photo depuis ma chambre, là où j'habitais, à Chamonix. Et là, j'ai eu des commentaires de gens qui me disaient « Waouh, c'est trop beau, ouais, c'est trop chouette, merci de partager, ça fait plaisir de voir ça. » Et là, je me suis dit « Ah ouais, en fait, je suis en train de vivre une vie de dingue. En fait, j'habite à Cham, au pied des grandes montagnes, et je suis payée à faire de la montagne, de la Smith, et je vis un truc de dingue. Et en fait, rien que ça, ça fait plaisir de partager. Les réseaux sociaux, là, au début, c'était Facebook, et puis après, il y a eu Instagram, et maintenant, il y a un petit peu Twitter. Twitter, je trouve que c'est moins rigolo quand même, parce que tu peux pas mettre trop de photos, mais ils sont sérieux, les gens sur Twitter, je trouve ça... Bref. Et j'ai trouvé ça chouette j'ai eu envie de partager mon quotidien, que je trouvais extraordinaire. Toutes ces années, là où j'étais à Chamonix, j'avais un petit carnet quand j'étais au groupe militaire de haute montagne, de 2008 à 2012. Donc ça, c'est un groupe d'élite de l'armée française, c'est la vitrine en matière d'expédition lointaine et d'alpinisme de haut niveau. Et il y a une dizaine de chasseurs alpins, donc ils sont militaires alpinistes là-dedans. Et moi, je suis rentrée en 2008, il n'y avait jamais eu de femme avant moi. Il n'y en a pas eu depuis, je suis partie en 2012. Donc c'était une expérience humaine assez particulière, mais d'un point de vue, on va dire, technique montagne, c'était juste phénoménal. Donc là, j'étais payée, j'étais au SMIC, mais enfin quand même, j'étais payée 1300 balles par mois pour grimper, skier, et puis matériel fourni par l'institution. Non, mais ça existe. Oui, ça existe en France. Et les expéditions comprises, hein. Himalaya, je suis allée à Himalaya, je suis montée à 7000 mètres, je suis allée en Antarctique, je suis allée sur le mont Logan, puis au sommet du Canada. Et puis après, j'avais le matériel et le niveau technique, donc j'ai pu me permettre de faire des expéditions aussi en perso assez chouettes. On a été marcher sur la banquise dans le cercle arctique avec 3 copines pendant 25 jours en autonomie, faire du ski de pentraide dans les fjords sur l'île de Baffin, au nord du Canada. Et puis on est parti emmener une amie qui est devenue paraplégique suite à un accident de montagne, Vanessa François. On l'a emmenée faire un big wall pendant 6 jours. Donc 5 jours et 4 nuits sur la paroi, donc un big wall de la voie Zodiac dans le parc du Yosemite en Californie aux États-Unis. Et puis des expéditions à la Chine aussi, j'étais allée faire un joli 6000. Et puis, quelques voyages comme ça, l'Iran, la Jordanie, le Pakistan, quelques voyages, tout ça à gauche à droite. Et tout ça, c'était possible parce que j'étais au GMHM. Et donc, je trouvais que ma vie était incroyable et j'avais un petit carnet et je notais ce que je faisais tous les jours parce que je trouvais que c'était assez fou ce que j'étais en train de faire. Et donc, je trouvais ça fou de pouvoir partager sur les réseaux sociaux. C'était un bel outil pour... c'était pas une histoire de me la raconter ou c'était pas une histoire de me la péter ou de vouloir donner envie. Les gens, ils me remerciaient parce que je partageais des belles photos et à travers moi, ils pouvaient vivre un petit peu ces expériences. Et ça m'a plu de pouvoir partager. Et puis plus tard, j'ai vu que j'étais assez pionnière. En fait, j'étais toute seule dans ces métiers-là. J'étais la seule, chasseur alpin au GMHM et ensuite instructeur à l'école militaire de haute montagne, donc de 2012 à 2015. J'étais la seule femme, donc c'était... il y avait aussi un peu ce regard aussi particulier de partager tout ce que je vivais vu par une femme. Et les réseaux sociaux, pour ça, c'était assez chouette. Et puis plus tard, ça a permis aussi...
ça m'a permis de créer Lead the Climb. Le club Lead the Climb, c'est un club CAF, un club alpin français. Et en fait, j'avais déjà eu envie de créer une communauté, de mettre les femmes en lien, parce qu'on est peu nombreuses dans l'alpinisme. Du coup, c'était compliqué des fois de se rencontrer et de former des cordées. Et en fait, techniquement, c'est compliqué en fait de créer. Il y avait Camp to Camp qui existait à l'époque, ça faisait un forum où tu pouvais discuter, donner des idées. Mais en fait, techniquement, il faut être ingénieur quoi, pour créer un truc pareil. Moi, j'avais pas du tout les compétences techniques. Donc, j'ai un peu laissé tomber. Et puis en 2012, là, il y a Facebook, ça a commencé à vraiment se démocratiser. Il y a un premier club qui s'est créé qui s'appelait Girls to the Top. Et ça, c'était, je crois, 2014 par là. Et puis, c'est vrai que là, avec Facebook, tu peux créer des événements, tu peux créer des pages, tu peux créer des groupes. Et donc, à partir de 2017, on a créé Lead the Climb. Et là, tu crées une page, et puis tu mets des posts, et puis tu mets les femmes en lien, et puis tu crées un groupe Facebook qui s'appelle Groupe Lead the Climb. Il y a 950 personnes. Et quand tu postes un truc, tout le monde est au courant. Tu n'as pas besoin d'aller faire le tour des salles d'escalade et de distribuer des prospectus. Parce que oui, avant, c'était comme ça. On mettait des affiches dans les supermarchés pour faire passer l'information. Et puis ouais, c'était hyper fastidieux. Et là, grâce aux réseaux sociaux, en fait, ça permet de partager des expériences et ça permet de mettre en lien. Et c'est hyper facile et hyper pratique. Donc ouais, je me suis assez rapidement emparée des réseaux sociaux et j'ai trouvé que c'était un outil fabuleux avec ses inconvénients parce que quand tu crées des groupes, parce que déjà quand tu racontes des choses, ça plaît pas forcément à tout le monde aussi, puis ça demande un petit peu de... Voilà, j'ai fait quelques erreurs sur les réseaux sociaux. J'ai voulu parler de tel ou tel événement. Je m'y suis peut-être mal pris, ça, avec ces quelques personnes. Voilà, c'est pas toujours évident d'utiliser cet outil-là. Et puis, il y a aussi des gens qui vous veulent du mal, tout simplement. On les appelle les trolls sur les réseaux sociaux et ça existe vraiment. Et puis, ça fait vraiment du mal. Et puis, c'est pas très cool. Quand j'ai voulu créer le club Lead the Climb, donc c'est un club CAF qui propose des stages de formation à l'autonomie, au leadership dans les sports de montagne entre femmes, ça n'a pas plu à tout le monde. Oui, mais bon, vous vous mettez à part, c'est du sexisme, féminisme, extrémisme inversé. Les féminazis étaient parmi nous. C'est ça. Non, on a juste envie de faire des trucs entre nous parce qu'avec vous, les gars, c'est cool, mais c'est pas pareil. Voilà, on aime bien aussi se retrouver entre nanas en montagne. C'est un petit peu différent pour plein de raisons qu'on va sûrement en parler un petit peu après. Mais c'est différent. On a juste envie de se retrouver entre nous et ça. Voilà, on m'avait accusé de piquer parce qu'il y a des groupes CAF mixtes et on m'a dit oui, mais comme tu crées des groupes que pour les femmes, tu vas piquer les quelques femmes qu'il y a déjà dans les groupes mixtes pour les amener dans tes groupes. J'allais leur piquer des participantes. Je dis non, déjà je pense que je vais faire venir plein de nouvelles participantes qui viendraient pas si c'était mixte. Donc je vais plutôt recruter des nouvelles participantes et celles qui sont déjà dans les groupes mixtes et qui sont bien, elles vont y rester, vous inquiétez pas. Vous allez être sympa avec elles, si vous voulez qu'elles restent. Moi, j'y peux rien. Enfin, voilà, du coup, c'est un peu, des fois, la facette, le côté noir des réseaux sociaux, c'est un peu ça. Voilà, le fait qu'il y ait un écran, c'est un petit peu, les échanges sont des fois un petit peu trop rapides, un petit peu trop durs. Et puis, moi-même, clairement, j'ai pas toujours été, on va dire, c'est pas toujours facile d'exprimer certaines idées avec tact et voilà, et s'adresser à des gens qu'on connaît pas, en plus. Donc c'est pas toujours, ça peut être mal interprété. Par exemple, je postais un post où j'avais posté un post sur la force, on en parlait tout à l'heure, la force physique pour les femmes. L'histoire, c'était que j'étais en train de m'entraîner en ski de slalom et il y avait une botte de piquet, un peu plus petite que l'autre, et on était deux à s'entraîner ce jour-là. Moi, j'ai commencé le slalom à 29 ans et j'ai passé l'Eurotest, j'avais 33 ans. Donc je partais quand même de loin. Et ce jour-là, donc on était deux à s'entraîner. Il y avait un jeune de 17, 19, 18 ans, peut-être un espèce de grand Inch'Allah tout fin, qui venait de faire sa poussée de croissance, mais clairement qui n'avait pas encore pris de masse musculaire, et moi. Et donc le coach, il me dit « Ah bah tiens, regarde, j'ai fait une botte de piqué plus petite pour les filles, t'as qu'à prendre celle-là. » Et je dis « non !» Écoute, lui, clairement, il est grand, il est fin, il n'a pas l'habitude de porter des charges. Moi, j'ai fait plusieurs expéditions lointaines, j'ai porté des sacs de 10-15 kilos pendant des jours entiers, pendant des heures. Je sais porter une charge lourde, c'est pas une question d'homme ou de femme. Porter une charge lourde, c'est placer ses vertèbres correctement, c'est plier les jambes pour se baisser, c'est poser le sac quand ça devient trop lourd, et puis c'est muscler ses petits muscles intervertébraux pour pas tasser toute la colonne. Enfin, quand on a 18 ans, qu'on a un grand Inch'Allah tout fin, je pense pas qu'il savait faire tout ça, là, ce jeune. Donc moi, j'ai pris la grosse botte et j'ai laissé la petite botte au jeune parce que clairement, il allait s'abîmer le dos. Et quand j'ai raconté ça sur les réseaux sociaux, ça a vraiment pas plu. Oui, mais Marion, tu comprends, les hommes, ils seront toujours plus forts que les femmes. Regarde à Roland Garros. Alors ça, c'est toujours l'exemple qui revient souvent, c'est le sport de très très haut niveau.
Bah, très très haut niveau, évidemment, les hommes sont beaucoup plus forts que les femmes, mais pour plein de raisons. Parce que déjà, c'est eux qui ont fixé les règles du jeu, à la base. Donc, c'est des sports qui sont adaptés à leur physiologie. Et c'est eux qui décident comment on s'entraîne, et c'est eux qui décident de tout, en fait. Donc oui, ils sont plus forts. Et puis, les différences qu'on peut avoir à un moyen niveau, quand tu montes à très haut niveau, bah, elles s'accentuent et les différences sont encore plus énormes. Donc bien sûr que tant qu'on reste dans le haut niveau, les hommes, ils sont plus forts que les femmes, jusqu'à ce qu'on change des règles du jeu. Ça arrivera peut-être un jour, je sais pas. Mais non, c'est pas la question, en fait, on s'en fout, c'est pas grave. Tout ça pour dire qu'effectivement, un poste peut être très mal interprété, et voire on peut se faire attaquer, quoi, pas très gentiment, parce qu'ils étaient pas d'accord avec mon propos. Mais t'as quand même vécu du positif sur ces réseaux sociaux. Complètement, bah oui, c'est parce que c'est un outil formidable. Grâce aux réseaux sociaux, on a pu créer le club Lead the Climb, mettre en lien... aujourd'hui, Lead the Climb, c'est 300 adhérentes, c'est 130 journées de formation, c'est 2000, 3000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est un groupe de 950 personnes, donc ça, c'est vraiment une super aventure humaine. Ah oui, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de bien que de moins bien. Mais il faut, voilà, ça prend un petit moment pour appréhender l'outil, on va dire. Voilà, c'est à ma petite échelle de montagnard, je pense que c'est pas mal. Je pense que tout le monde qui pratique un petit peu l'alpinisme a entendu parler de Lead the Climb, et même s'il y en a, ils savent pas trop ce que c'est, même si voilà, ils en ont entendu parler plus ou moins à un moment, ouais. Et ça, c'est chouette. C'est chouette, ça donne un outil pour les femmes. Après, ce qui est chouette d'en entendre parler, je vois sur les réseaux sociaux, c'est même si les femmes, elles viennent pas au stage, elles s'emparent du concept. Et le concept, c'est vraiment d'encourager les femmes à prendre le leadership en montagne. Il y a 40% d'adhérentes dans les fédérations de montagne, la FFCAM et la FFME. Et par contre, il y a moins de 10% qui sont encadrantes de sortie, et il y en a 2% qui sont professionnels guides d'haute montagne. Donc on voit qu'il y a beaucoup de femmes en montagne, mais que plus on monte en altitude, ou plus on monte dans la place de la cordée, et moins elles sont là. Donc l'idée de Lead the Climb, c'est pas d'amener plus de femmes en montagne, parce qu'il y en a déjà plein, mais c'est de les amener un peu plus haut, et puis plus en avant dans la cordée. Alors pourquoi être plus leader, et pourquoi grimper plus en tête ? Parce que moi, personnellement, c'est comme ça que je kiffe, quoi, être en montagne. Enfin, j'aime pas me faire traîner. Enfin si, des fois j'aime bien, si je suis, voilà, quand je vais avec mon compagnon, lui il est vraiment très très bon en ski de rando, moi j'aime bien, je me mets derrière lui, c'est lui qui réfléchit à l'itinéraire, c'est lui qui réfléchit aux conditions, et moi je suis en vacances et je pense à rien et je le suis, ça me va très bien. Mais après en alpinisme, c'est quand même plus mon truc, l'alpinisme, et quand t'es derrière, c'est un peu, voilà, c'est beau, t'es en montagne, la course elle est chouette, mais et c'est moins exaltant que quand tu grimpes devant et que tu grimpes en tête et que tu prends les décisions et que tu as la responsabilité de t'accorder. Moi, je compare souvent ça à un cookie. Enfin, je veux dire, une course en montagne, c'est comme un cookie, c'est-à-dire que c'est trop bon, mais une course en montagne en tête, c'est comme un cookie, mais avec des pépites de chocolat, c'est juste encore meilleur. Et est-ce que tu peux nous parler de ta conception de la cordée, et qu'est-ce que toi t'attends de tes compagnons de cordée, justement ? Qui m'obéissent. Non, je déconne. Non, c'est pas vrai. Non, la cordée idéale, c'est la cordée réversible où tu trouves la personne qui a le même niveau que toi. Et il y a un moment, elle va être fatiguée, mais c'est toi qui vas prendre le lead et qui va dire « Ouais, allez, on y va parce que toi, tu vas mieux. » Puis il y a un moment, c'est toi qui vas être fatiguée, c'est l'autre personne qui va prendre le lead et qui va dire « Ouais, non, allez, vas-y, Marion, allez, on avance encore un petit peu. » Et ça, c'est vraiment chouette quand il y a cette belle symbiose qui se crée. Et ça, c'est les meilleurs cordiaux que j'ai pu partager. Dans le premier épisode de la série Le camp de base, j'ai reçu Tiffaine Duperrier qui m'a beaucoup parlé de son compagnon de cordée Boris Langenstein. Est-ce que toi, t'as une compagne ou un compagnon de cordée ? Bah non, j'ai pas comme Tiffaine le super compagnon de cordée, j'aurais bien aimé. En fait, je l'ai eue, elle s'appelait Karine Ruby, on avait vraiment envie de faire des belles courses ensemble en montagne, et là vraiment il y avait cette symbiose, c'est-à-dire qu'elle me faisait super confiance, mais plus que moi je me faisais moi-même confiance, et moi je lui faisais super confiance plus qu'elle-même se faisait confiance, on va dire. Donc c'était vraiment très complémentaire, et elle avait envie de faire des grandes courses, et moi aussi, on était assez ambitieuses de ce côté-là, et on n'a pas eu le temps. Elle est tombée dans une crevasse en 2009, et donc c'était la fin de l'aventure. Et puis l'année suivante, entre-temps, j'ai trouvé une autre copine qui s'appelait Vanessa François et qui avait elle aussi beaucoup d'ambition, envie de faire des grandes courses. Et elle s'est pris un bloc de glace dans le dos, et donc elle est devenue paraplégique en 2010. Et c'est avec elle qu'on allait ensuite faire donc le Big Wall pendant 5 jours sur la paroi d'El Capitan, la voie Zodiac, dans le parc national du Yosemite en Californie. Donc j'avais 2 super compagnes de cordée, voilà, où vraiment ça collait. Et puis malheureusement, on n'a pas eu le temps. Et puis après, j'ai quand même pu faire cette fameuse face nord des Grandes Jorasses. Finalement, j'ai eu une copine avec qui y aller. Et ça, c'était cool parce qu'elle n'avait pas du tout le niveau technique pour faire cette face. Et elle le savait. Et je lui ai quand même proposé d'y aller. Mais moi, parce que moi, je savais que j'étais capable de faire la face.
Et elle m'a fait confiance. Donc ça, c'était vraiment chouette parce que en partant dans cette phase, elle savait que tout reposait sur moi. Et elle m'a fait confiance. Parce que si moi j'avais quoi que ce soit, clairement, elle aurait peut-être pu faire quelques longueurs, mais elle aurait été quand même un petit peu embêtée, quoi. Clairement, il aurait fallu qu'on demande un coup de main, quoi. Elle aurait pas pu faire les longueurs, pas trop de longueurs en tête. Donc ça, c'était vraiment chouette parce qu'on n'avait pas du tout le même niveau, mais elle m'a fait confiance pour l'ascension. Et quand quelqu'un te fait confiance, en fait, tes compétences, elles se décuplent. Et t'es bien plus fort que ce que tu crois être. Et ça, c'est chouette. Waouh, super. Et justement, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une course que tu as appréciée à l'étranger ? Tu parlais de la Chine, de l'Himalaya, tu as énormément voyagé. C'est quoi ta plus belle expé finalement ? Ouais, il y a eu des belles expéditions. Après, ce qui est intéressant finalement, c'est pas le sommet que tu fais, c'est les gens avec qui tu pars. Et bah du coup, à ce niveau-là, ma plus belle expédition, c'était quand je suis partie avec 3 copines. On était 4 poulettes. On a fait une expédition donc dans le Grand Nord canadien, sur l'île de Baffin, au milieu des Inuits, là chez les Esquimaux, à l'ouest du Groenland. Et on a marché sur la banquise en autonomie pendant 25 jours. On avait moins 30 degrés, je pense, avec le vent, température ressentie, on était dans les moins 50. Il y en a qui se sont un petit peu cloqués les joues, il y a eu des pieds un petit peu noircis, des bouts de doigts aussi un peu bleus, mais bon, non, tout va bien, ça s'est bien fini. Des fesses aussi qui ont cloqué, très fragiles les fesses, beaucoup de tissu adipeux. Faut surtout pas s'asseoir dans la neige. Tissu adipeux, c'est le gras. Et même quand t'es fit, t'as un petit peu du gras sur les fesses. Si t'en as, il est sur les fesses. Et on en avait quand même un petit peu. Donc surtout pas s'asseoir dans la neige. Et ça, c'était vraiment chouette parce que là, du coup, je suis passée de membre d'expédition, on va dire lambda, voire boulet, parce que c'est comme ça qu'avec les gars, quand même, ils me voyaient. Enfin, c'est très long de faire ses preuves, c'est très long de trouver quelqu'un qui te fasse confiance pour partir pour des grandes courses. Et il faut constamment faire ses preuves, montrer que tu es capable, que tu es en forme, etc. Et même avec tout ça, ils arrivent encore à pas te contacter pour partir des grandes courses. Puis ils partent entre eux avec leurs potes parce qu'ils ont plus d'affinités. Parce que c'est vrai qu'entre hommes, tu as plus d'affinités, de la même façon qu'entre femmes, tu as plus d'affinités, parce qu'on a été élevés avec des codes sociaux qui sont communs. Et c'est la socialisation genrée. Le mot technique, ce serait celui-là, c'est-à-dire que les petites filles et les petits garçons, ils sont pas élevés avec les mêmes codes. C'est pas naturel, c'est complètement culturel, parce que d'un point de vue naturel, on a très peu de différence entre les filles et les garçons, mais d'un point de vue culturel, on a créé des fossés. Donc évidemment, les garçons alpinistes, ils ont plus facile de partir avec leurs potes. Donc bref, là je me suis retrouvée avec des copines et tout de suite je me suis retrouvée chef d'expédition. Elles ont décidé que c'était moi qui avais le plus d'expérience et je suis passée de larbin d'expédition à chef d'expédition et c'était trop cool. Enfin, elles m'ont vraiment fait confiance. Alors que quand je partais avec le groupe militaire d'haute montagne, clairement, bon déjà j'aurais jamais été chef parce que le chef d'expédition c'est au niveau de l'armée, c'est des grades, donc forcément c'est un officier. Donc ça je veux bien l'entendre, il y avait aucun souci, j'avais aucune intention de devenir officier de l'armée française. J'étais caporal chef et ça me suffisait bien. Mais après, au niveau des compétences, voilà, j'étais tout le temps remise en question, tout le temps dans l'équipe B. Et puis un jour, j'ai quitté le GMHM parce que les collègues, ils se sont tous bien organisés pour partir d'un façon des Grandes Jorasses. Puis quand je leur ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien y aller aussi parce que là, je suis acclimatée, j'ai fait l'aiguille verte la semaine dernière. En ce moment, je grimpe dans le 7C régulièrement. Enfin, je pense que ça va. Là, je peux imaginer me lancer dans une grande phase, même si j'ai pas cette expérience et c'est pour ça que j'aimerais bien aller avec vous. Ils m'ont dit qu'ils étaient déjà 3 à partir et que du coup la cordée était complète, que du coup ils pouvaient pas partir avec moi. Alors ils m'ont laissé au bas dans la vallée, quoi. Et là je me suis dit bon, en fait ils me feront jamais une place, quoi. Ils vont toujours s'organiser entre eux et même quand t'es hyper en forme, hyper acclimaté et que tout va bien, même là il y a pas de place pour toi. Donc de toute façon ça sert à rien d'insister. Donc c'est pour ça que j'ai quitté le haut niveau, l'alpinisme de haut niveau, le GMHM, et que je suis devenue instructeur montagne dans les chasseurs alpins en 2012. Comment est-ce que tu t'es dit, avec tous ces diplômes et toutes ces qualifications, tiens, si je devenais monitrice de ski ? Ah oui, alors ça, c'est parce que j'étais à l'école militaire de haute montagne, instructeur, et j'étais à 1300 balles, donc caporal chef, et j'étais que guide, on va dire. Et j'étais aussi motrice d'escalade, mais finalement, quand tu deviens guide, après, ça annule un petit peu ce premier diplôme, parce que tout ce qu'un moniteur d'escalade peut faire, un guide peut le faire, donc ça t'amène pas grand-chose. Et je me voyais pas rester à l'armée toute ma carrière et je me voyais pas non plus faire guide indépendante que guide indépendante. Donc je me suis dit, allez, je vais commencer à faire du ski alpin. Donc à 29 ans, j'ai commencé le ski alpin. J'ai eu le test technique à 30 ans. Et j'ai eu beaucoup de chance, clairement, parce que... Non, là, c'est une prouesse, Marion. Ouais, c'est incroyable. Non, mais c'est de la chance, vraiment. Il neigeait des pizzas. Et j'ai pas touché un piquet, C'était tout creusé, là. Hop, 12 centièmes. Et c'est passé. Et après, j'ai fait l'école de police. Et entre-temps, j'ai vu comme quoi ils cherchaient des guides à la police. Et pour le secours montagne, j'y avais pas pensé, quoi, de faire ce truc-là. Il y avait jamais eu de femme encore avant moi et j'avais aucun modèle et je connaissais personne qui faisait ça, en fait, et j'y avais vraiment pas pensé. Et j'ai vu une petite annonce dans la liste de diffusion des guides, là, dans la mailing list.
Comme quoi, ils cherchaient des guides à la police nationale. Je me suis dit, bon, là, je suis à l'armée française, à l'armée de terre. Bon, police nationale, c'est aussi un métier de la sécurité, mais ça peut pas être pire, quoi, on va dire, au niveau de l'ambiance. Parce que l'armée, il peut y avoir des moments vraiment super de cohésion avec les collègues et de camaraderie, vraiment chouette. Mais après, il y a quand même un rapport avec la hiérarchie qui est quand même assez rude, quoi, qui est quand même assez distante. T'as vraiment une grande distance voilà, avec tes supérieurs. À la police, c'est un peu plus réduit, quoi, voilà, parce que c'est des civils et c'est pas l'armée, voilà. Bref, ça c'est vraiment des questions en interne. Et donc du coup, entre-temps, je suis allée à la police, mais comme j'avais déjà commencé le ski, je me suis dit, bon allez, je vais tenter ma chance, je vais m'entraîner pour l'Eurotest. Et donc du coup, j'ai eu l'Eurotest un petit peu après 33 ans, quelque chose comme ça. Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est à la portée de tout le monde d'être bon en alpi, bon en haute montagne ? Moi là j'ai repris l'escalade, tu vois, heureusement que j'ai une compagne de cordée qui est ouf, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc inné dans le fait d'être bon ou pas, au-delà du critère physique, quoi. Non, mais oui, c'est possible. Après, non, évidemment, tout le monde n'en a pas non plus tous les compétences. Enfin, je sais pas, moi, il y a un moment, c'est sûr que j'étais bonne à l'école, j'étais bonne en maths, mais clairement, j'avais pas le potentiel pour faire des maths sup, maths spé, quoi. Voilà, j'aurais pu faire une école d'ingénieur, on va dire, classique, mais pas une maths sup, maths spé. J'aurais pas pu faire les grandes écoles, clairement. Même en m'entraînant dur et même en y passant du temps. Non, c'est sûr qu'il y a un moment, il y a un peu une donnée, voilà, physiologique, mais tout ça, c'est quand même noyé dans beaucoup de culturels. Y a des gens qui ont grandi à la ville et qui ont découvert la montagne avec la police nationale et qui sont entrés dans le secours en montagne. C'est possible, tout à fait. Mais de notre façon, il y a des gens qui ont grandi à la montagne et qui n'arriveront jamais à avoir le probatoire de guide de haute montagne parce que faut être complet, c'est exigeant, il faut savoir se préparer, s'entraîner, tenir une échéance, manger correctement, se coucher tôt. Enfin, c'est quand même hyper complet. Il faut pas juste être né à la montagne, quoi. Ça suffit pas, quoi. Et derrière, il faut mettre quand même en place pas mal de choses. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus donc de Lead the Climb ? Alors c'est un club, donc c'est un statut associatif et on est affilié à la FFCAM, Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne, donc le CAF, le Club Alpin Français, c'est la même chose. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai impulsé l'idée, on va dire, l'idée du leadership, l'idée que les femmes, elles aimaient être en montagne en tête, en leader. En fait, c'est cette idée-là juste que j'ai impulsée, on va dire. Et puis assez rapidement, derrière moi, il y a des femmes qui se sont accrochées à cette idée. Disons que quand t'es guide de haute montagne, t'as un peu plus de facilité à promouvoir le leadership parce que t'es toi-même leader, en fait. Donc c'était plus légitime et c'était facile pour moi de dire que c'est ce que j'aimais en montagne. Et assez rapidement, il y a des femmes qui m'ont suivi dans ce concept, en fait. C'est surtout le concept et les idées qui voyagent tellement vite là, avec ces histoires de réseaux sociaux. Et du coup, elles se sont raccrochées à cette idée et elles m'ont dit, parce que derrière, elles ont la partie technique. Moi, j'avais la partie technique pour imaginer le stage, on va dire, combien de personnes. Donc, c'est des groupes de 4, 5 ou 6 personnes selon l'activité. J'avais les contacts de toutes les nanas guides parce que j'étais avec elles en formation ou moi-même j'encadrais des sorties. Et donc, il suffisait de mettre en lien, on va dire, ces femmes qui voulaient apprendre et puis la femme guide. Et on a réussi à garder des tarifs très corrects. Là, c'est 160 € un week-end, que tu sois 4, 5 ou 6, parce que toute la partie administrative, c'est du bénévolat. On se trouve vraiment entre le club CAF qui fait que de la formation ou que des sorties avec des bénévoles et le bureau des guides, parce que toutes nos sorties, c'est que de la formation, mais c'est avec des guides. Donc on est vraiment entre les deux. Ce qu'on fait, en fait, on pourrait presque être un bureau des guides, mais culturellement, les bureaux des guides, ils proposent pas ou très rarement de la formation. Culturellement, les guides, nous, à l'école des guides, à l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme, le centre de formation à Chamonix pour les moniteurs de ski et les guides de haute montagne, et il y a à peu près 50 nouveaux guides de haute montagne par an, entre 40 et 50, et on apprend à emmener des gens en montagne. On n'apprend pas à enseigner l'alpinisme. Tandis que quand tu passes à un monitorat de ski ou d'escalade, tu apprends vraiment à enseigner l'activité. Donc il n'y a pas cette culture d'enseignement et de faire passer. Après, c'est chaque guide qui s'y intéresse ou pas à la formation et qui développe un petit peu ses compétences. Mais à l'ENSA, on n'accentue pas vraiment là-dessus. Et donc du coup, dans les bureaux des guides, il n'y a pas cette culture de faire des écoles d'alpinisme. Ça n'existe pas. Il y a des écoles de ski, des écoles d'escalade, mais des écoles d'alpinisme, en fait, ça n'existe pas. Donc nous, je pense qu'il y a d'ailleurs, à bon entendeur, je pense qu'il y a un créneau. Mais du coup, nous, on est un peu là-dedans, quoi. On est une école d'alpinisme. Et donc oui, les sorties sont payantes de la même façon. Tu prends des cours de ski, tu payes ton moniteur. Tu prends des cours d'escalade, tu payes ton moniteur. Là, tu fais une sortie d'alpiniste, tu payes ta guide. Et du coup, on arrive à rester assez bas parce que
Tout l'administratif est fait par des bénévoles, et c'est là où c'est chouette, c'est que toutes les femmes qui ensuite m'ont suivi dans ce concept de leadership au féminin en montagne, dans les sports de montagne, elles ont ces compétences administratives, elles bossent devant des ordis, elles sont, je sais pas, adjointes de direction, enfin voilà, elles ont des purs postes là, et puis moi j'y connais rien. Donc elles m'ont créé un Google Drive partagé, elles ont créé le site internet, enfin, j'avais de ça, non, ça j'avais déjà réussi à le faire. Mais bon, on en a quand même refait un parce qu'elles ont dit qu'il était mieux le leur, mais je suis pas susceptible sur ces jeux-là, ça va. Et donc elles ont vraiment ces compétences-là, donc elles donnent du temps de bénévole pour développer des compétences administratives, et moi je donne du temps de bénévole pour créer des stages. Avec Lead the Climb, on a décidé de faire des groupes non mixtes entre femmes, et surtout avec des femmes guides aussi, pour avoir le modèle, l'importance des modèles. Aujourd'hui en France, il n'y a qu'une trentaine de femmes guides. Il a fallu 30 ans pour faire les 15 premières femmes guides, et il a fallu 7 ans pour faire les 15 suivantes. Donc c'est cool, c'est qu'il y en a beaucoup plus. Mais il y en a encore quand même pas beaucoup. Enfin, ça fait seulement 30 sur 1700, ça fait moins de 2% de femmes guides de haute montagne. Donc on en a plusieurs qui sont chez nous. Il y a une dizaine de femmes guides qui encadrent les stages. Et il fallait que ce soit entre femmes parce que on voit que quand c'est mixte, il y a 90% d'hommes, 80-90% à chaque fois c'est les groupes mixtes. C'est ce qui se passe actuellement sur les clubs CAF. Et donc là, on voulait qu'il y ait plus de femmes, on voulait les encourager à être en montagne. Donc déjà, ça ouvre plus de place aux femmes en réservant les places pour les femmes, évidemment, c'est mathématique. Et puis accessoirement, quand tu es la seule femme au milieu d'un groupe, c'est pas évident de trouver sa place et d'avoir suffisamment confiance en soi pour aller prendre le leadership et se dire, allez, cette fois-ci, c'est moi qui prends la carte et c'est moi qui donne l'itinéraire en ski de randonnée et qui dit où on va aller. Parce qu'il y a quand même toujours ces clichés là qui nous collent au basket, que les femmes, ça sait pas lire les cartes, que les femmes physiquement c'est moins forte, que les femmes c'est pas fait pour ça. Et du coup malgré nous on l'a vraiment bien intégré, ça, qu'on soit homme ou femme, on l'a bien intégré ces trucs là, et ça demande vraiment un gros effort psychologique, enfin mental, et pour se dire non, en fait on sait que c'est bon, quoi. On sait que c'est pas vrai, les femmes elles ont le même cerveau que les hommes, enfin c'est au début du siècle c'était encore pas le cas, c'est pour ça que les femmes n'avaient pas le droit de vote et qu'elles l'ont eu quand même assez tard, c'est parce qu'on se disait que de toute façon elles avaient qu'un demi-cerveau, donc c'était à rien de leur donner le droit de vote, elles allaient voter la même chose que leur mari, donc c'était pas la peine. Donc tout ça là on est quand même en 46, quoi, c'est quand même vraiment très très récent, donc ça demande un gros effort pour prendre sa place dans un groupe mixte. Et au moins quand c'est un groupe non mixte, t'es plus légitime à prendre le leadership avec d'autres femmes. Et d'autant plus légitime qu'il y a une femme guide qui va te donner les astuces. Et en tant que participante, c'est plus facile de se dire elle y arrive, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Et puis les autres aussi, là, du groupe, elles y arrivent aussi, enfin plus ou moins bien, mais en tout cas elles le font. Donc il n'y a pas de raison que moi j'essaye pas et que je le fasse pas aussi comme elles. C'est beaucoup plus facile de s'identifier à une autre femme qu'à un homme guide ou qu'à des hommes participants. Donc on a pensé que c'était absolument évident de faire des groupes entre femmes. Et puis aussi, il y a ces rapports de séduction qui s'installent souvent dans les cordées. Enfin, moi, j'ai vécu cette expérience, et puis je pense que je suis pas la seule alpiniste, où t'as des copains qui t'appellent pour grimper, et tu dis c'est cool, on va aller grimper, et puis en fait, il a juste envie de te serrer d'un peu plus près au relais, de te serrer d'un peu plus près au refuge. Alors c'est pas un problème, la drague, ça peut exister dans ces sports-là, et puis moi, j'ai rien contre le fait de me faire draguer, mais il y a des moments où c'est pas le bon moment, voilà, quand t'es en train de grimper, t'es concentré sur ton relais d'escalade et sur la voie que tu vas devoir faire, et juste t'es pas en train de calculer que l'autre il est en train de te coller au relais et de tenter des trucs, toi t'es concentré sur ton escalade et ta sécurité. Et pareil au refuge, t'es en train de penser à ta course du lendemain, de finir de te préparer, regarder la carte, faire ton sac, c'est juste pas le moment. On peut se draguer, mais après la bière, il y a des moments pour et des moments pas pour, et ça met hyper mal à l'aise, et c'est usant quelque part. Et du coup, quand t'es entre femmes, t'as quand même un petit peu moins ce problème. Alors oui, il y a des lesbiennes qui viennent sur nos stages, mais c'est quand même moins, ça veut dire, elles attaquent pas comme ça, quoi. C'est quand même moins envahissant. Et puis voilà, moi je suis pas très calée sur les relations homosexuelles. Enfin voilà, je connais pas très bien ces sujets-là. Mais on en a eu sur nos stages et il n'y a pas eu ces soucis de drague et puis qui mettaient mal à l'aise. Elles étaient là parce qu'elles aimaient bien, surtout entre femmes, et ça leur semblait évident de venir dans des groupes non mixtes, mais c'était pas gênant, voilà. Et tous les hommes ne sont pas comme ça, bien sûr, et heureusement, mais moi j'ai eu quand même plusieurs expériences où voilà, c'était pas forcément très agréable, et puis au bout de 2-3 fois, le gars il t'appelle plus pour grimper parce qu'il a compris qu'il y avait pas moyen, et puis voilà, et puis moi j'avais du mal à trouver du monde à qui grimper, parce que
soit le copain il se faisait un peu des films, soit il préférait aller avec ses copains à lui parce qu'il avait plus d'affinité, ce que je peux tout à fait comprendre. Et moi j'avais pas beaucoup de choix parce que j'avais pas beaucoup de copines avec qui grimper parce qu'on était quand même pas très nombreuses et on n'est toujours pas très nombreuses et du coup j'ai toujours très compliqué de trouver des compagnes de cordée. Et quand j'ai découvert l'alpinisme entre femmes, j'avais déjà plutôt une vingtaine d'années, j'avais déjà grimpé avec des copines mais j'en avais pas beaucoup. Et à 20 ans, je suis rentrée à l'équipe nationale d'alpinisme féminine. C'est la première fois qu'il y a une équipe nationale, voilà, donc pour les femmes qui s'était créée par la FFME. Et avant ça, il y avait une équipe nationale d'alpinistes jeunes. Donc elle était soi-disant mixte, mais en 20 ans. Donc ça veut dire que tous les 2 ans, il y avait 8 alpinistes qui étaient sélectionnés. Donc il y avait 80 alpinistes qui sont passés. Il y avait une femme, Chantal Mauduit, une sacrée alpiniste. Et donc ça faisait quand même pas très très mixte leur histoire. Donc ils se sont dit, il y a une bénévole de la FFME qui a dit bah non, mais là c'est pas mixte du tout votre truc, il faut faire des places pour les femmes, il faut leur donner des cours avec des guides, il faut leur faire un espace pour qu'elles puissent progresser dans les hauts niveaux en alpinisme, parce que là elles ont pas leur place quoi, clairement. Dans cette équipe nationale d'alpinistes jeunes, il y avait pas de femmes, donc c'était pas mixte. Et même moi, à ce moment-là, à 20 ans, là, j'avais un niveau quand même déjà intéressant. Et j'ai même pas pensé à postuler pour ce groupe de jeunes parce que je voyais que des gars de toute façon. J'ai même pas pensé que de toute façon j'avais le droit de postuler. Et puis l'année d'après, ils créaient l'ENAF. Et là, tout à coup, je me retrouve avec 7 femmes en montagne. Et j'étais pas forcément venue pour grimper qu'avec des femmes. Je me disais, bon, bah, on fera avec. Ça se trouve, elles seront chiantes. Je sais pas, on verra. En tout cas, dans tous les cas, je serai dans l'équipe et j'aurai un petit peu du matériel et j'aurai des journées avec une guide. La guide, c'était Valérie Hommage et c'était la première fois donc là que je rencontre une femme guide. Donc je la vois sur le terrain et je la vois exercer et c'était très inspirant de la voir en vrai. Et puis finalement, en fait, aller en montagne qu'avec des filles, bah, c'était trop cool. Alors ça papote, hein, au relais, on faisait que papoter. On avait tellement de choses à se raconter. On est parti en expédition au Pakistan à la fin des 2 années de formation. On papotait tout le temps. Alors c'est rigolo les sujets de conversation, hein, parce qu'après je suis partie en expédition avec les alpinistes du GMHM, donc que des hommes. C'est pas tout à fait même sujet de discussion, hein. Les filles, elles parlent que de mecs. Leurs copains, le ci, le ça, oui mais j'aurais dû, oui mais j'aurais pu, oui mais aussi j'avais su, oui mais... Car elles se posent plein de questions. Alors que les gars entre eux, ils en parlent pas du tout. Ils parlent pas de leurs copines, ils parlent pas de leur famille ni de leurs enfants. Enfin, en tout cas, pas devant moi. Enfin, même des fois, je suis plutôt un petit peu leur confidente parce que justement, c'est le genre de sujet qu'ils vont aborder avec une femme. Mais entre eux, ils en parlent pas. Ils sont très durs entre eux quand même. C'était vraiment très intéressant ces extrêmes d'expérience. Donc, en tout cas, me retrouver en montagne avec des femmes, c'était la première fois. C'était là, j'avais 20 ans, 21 ans. C'était en 2007, je crois, la création de l'ENAF. 2006. Et en fait, c'était chouette. C'était plus simple. Tout était plus simple. Ça n'a pas empêché qu'il y ait eu des tensions entre nous et qu'on s'est quand même disputé entre filles. Ça n'empêche pas. Mais je sais pas, c'était plus simple, quoi. Et puis c'est là que j'ai rencontré Karen Ruby. C'est là que j'ai trouvé, du coup, une binôme avec qui ça collait bien. Voilà. Ça laissait plus de choix pour trouver une binôme avec qui ça collait bien. Parce que pour trouver une binôme, bah, c'est pas juste avoir le même niveau en alpisme. Enfin, c'est aussi une question d'affinité et puis d'amitié. Et on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde. Voilà. Mais ça donne plus de choix quoi, quand t'es dans un groupe et que t'es 8 femmes. Donc voilà, assez rapidement, c'est devenu évident que l'alpinisme entre femmes, c'était pas mieux ou moins bien, c'était juste différent et c'était une autre façon de progresser, une autre façon de pratiquer. T'as l'impression qu'il y a du mieux quand même? Tu veux dire au niveau des cordées de séduction, du nombre de femmes aussi, est-ce que t'as l'impression que tout est mis en place? Mis à part le guide de Klein, mais... Alors j'ai l'impression qu'il y a bien plus d'initiatives qui sont mises en place. Là, à l'époque, quand tu faisais partie d'un groupe... Donc là, on était le 2e groupe féminin qui existait. Il y en avait un autre qui s'appelait le GFHM, qui était au niveau du CAF, qui était pareil, 8 femmes. Nous, on était 8 femmes, donc on était les 2 seuls groupes féminins. Et quand tu disais que tu faisais partie d'un groupe de femmes, tout de suite, tu te mettais un peu plein d'hommes à dos, parce qu'ils étaient là, oui, mais t'aimes pas pratiquer avec les hommes et tout ça. Mais, non, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est différent. et du coup... Là, aujourd'hui, 15 ans plus tard, il y en a une vingtaine des groupes féminins. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, les femmes, elles n'ont pas peur de dire bah non, en fait, moi, j'ai pas envie de pratiquer l'alpinisme avec les gars. En fait, je préfère aller avec les copines. Et puis voilà, tant pis. Enfin, tant pis pour eux, quoi, presque. Et puis elles l'affirment haut et fort et elles s'engagent pas, quoi. Ça a vraiment changé. Alors que maintenant, moi, il y a 15 ans, je pouvais pas dire ça, quoi. Bon, déjà, c'était pas complètement vrai parce que j'avais des super compagnons de cordée. Quand même, dans tout ça, j'en avais quelques-uns qui étaient vraiment chouettes. Mais non, tu pouvais pas dire haut et fort à ce point-là que tu voulais faire de la montagne qu'avec des copines et que c'était vachement mieux. C'était quand même plus exceptionnel, quoi. Et aujourd'hui, il y en a plein des femmes. Alors, des choses mises en place, il y en a vraiment beaucoup. Au niveau du CAF, donc moi, je suis présidente d'un club CAF, donc je vois bien en interne, il y a plein de choses qui sont mises en place pour créer de plus en plus de groupes pour répondre aux besoins des pratiquantes.
Et au niveau des institutions, comme par exemple l'ENSA, moi j'ai été... Ah, on n'en a pas parlé, tiens, j'ai aussi fait prof à l'ENSA en alpinisme. J'ai fait que quelques semaines, mais j'étais détachée de la CRS Montagne en tant que secouriste, voilà, pour enseigner donc les formations guide haute montagne pour les aspirants guides. Et donc j'ai fait au total, j'ai dû faire une dizaine de semaines à l'ENSA en 2016-2017. Et donc là, j'étais la 4e femme prof à l'ENSA. On appelle ça les professeurs de l'ENSA, là, les formateurs. Et sur une trentaine de professeurs, depuis la création de l'école, après la Deuxième Guerre mondiale, des années 50, les premières sessions de guide de haute montagne. Donc là, il fallait encore un peu se faire sa place. Niveau crédibilité, c'est pas forcément évident. Ah ben, on parlait de la carrière de la grossesse. Là, c'était vraiment chouette parce que le responsable du département alpinisme, François Marcini, il m'a demandé d'encadrer des semaines à l'ENSA et je lui ai dit mais attends, je me sens un peu jeune guide, ça fait 3 ans que j'ai fini mon diplôme, normalement on demande 6 ans d'ancienneté, etc. Il me dit oui mais t'as déjà 32 ans et vous les filles là après vous faites votre bébé et après je vous perds. Et j'étais là, non mais t'exagères François, c'est bon, je vais pas faire un bébé tout de suite. Bon, il avait pas tort parce que l'année d'après j'étais enceinte et voilà, j'avais pas prévu qu'effectivement j'avais pas pensé que ouais, en fait, je me sentirais prête l'année suivante et que je trouverais aussi quelqu'un qui était prêt à faire ce bout de chemin avec moi, parce que ça aussi, c'est quand même pas, ça se trouve pas sous le pied d'un cheval, quoi. Et donc là, j'ai été vraiment favorisée pour pouvoir pratiquer à l'ENSA quelques semaines, donc c'était chouette. Et donc François Marcini, il a vraiment à cœur de féminiser le métier de guide. Voilà, il dit vraiment que sinon le métier va s'asphyxier, que le métier il va vieillir plus vite que la société. Donc il met pas mal de choses en place pour accueillir les femmes. Ils ont aménagé le probatoire, donc pour les femmes, les voies d'escalade sont un peu plus faciles et la marche est un petit peu plus facile. Pour compenser, alors ça a fait grand débat évidemment, hein, parce que c'est de la discrimination positive, c'est du favoritisme, nanana. Après les femmes elles vont sortir de formation, elles seront moins fortes que les hommes, du coup elles auront moins de travail, elles seront moins crédibles, etc. Mais l'argument pour, c'est que quand même quand on est au collège, on en parlait tout à l'heure, les barèmes sport filles et garçons ne sont pas les mêmes. Donc on nous dit depuis toujours qu'on est moins forte, on nous demande d'être moins forte dans tous les sports. Et là, tout à coup, il faut rattraper le niveau des gars. Donc non, c'était pas juste, quoi. Et ça, François Marcini l'avait bien compris. Donc le niveau, il est un petit peu en deçà. Mais au cours de la formation, les filles, elles doivent rattraper le niveau des garçons. Et 5 ans plus tard, c'est 5 ans la formation de guide. Donc ça, quand même, ça laisse le temps de voir venir. À la fin de la formation, par contre, tu dois avoir le même niveau que les hommes à la sortie de la formation. Donc il a mis des choses en place comme ça. Il y a une femme, par exemple, qui a eu l'épreuve de ski. Et elle est tombée enceinte avant l'épreuve été escalade et crampons glaciers. Donc il lui a dit, écoute, à partir de maintenant, si tu as ton épreuve de ski et qu'ensuite tu es enceinte ou blessée, tu gardes l'épreuve et l'année suivante, tu fais que l'épreuve d'été. Donc il a modifié les textes pour pouvoir faciliter l'accès au métier pour les femmes. Au-delà de faire aussi de la communication autour de ça, on a fait des clips pour montrer le quotidien d'une femme guide, etc. Donc il y a plein de choses, il y a plein de belles choses qui se font. Tu fais aussi des conférences. Comment est-ce que tu as commencé et pour raconter quoi finalement ? J'adore faire les conférences. Alors, c'était d'abord dans les festivals de films de montagne, parce que j'avais des clips à présenter. Et puis, il y avait un film qui s'appelle Voix féminine, par exemple, un documentaire qu'on avait tourné. Et avec les réalisateurs de Photo Verticale. Et puis, en fait, tout de suite, j'étais hyper à l'aise sur une selle. Et au début, j'avais un peu le trac, la trouille et tout ça. Puis, en fait, un jour, je me suis dit, mais attends, ils sont venus parce qu'ils ont envie de t'écouter parler. Donc, parle-leur. Et puis, du coup, en fait, j'ai trouvé ça trop génial de parler sur scène et d'échanger mes petites histoires et d'avoir des retours aussi derrière de partage d'expérience. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance et qu'on grandit et qu'on devient tous un peu meilleurs. C'est de partager des expériences à gauche, à droite. Et si on garde tout pour nous, c'est un petit peu dommage. Presque, c'est comme si on avait vécu cette expérience et que ça nous servait que à nous. Si ça peut servir à d'autres, moi, je trouve que c'est chouette. De la même façon, j'aime bien m'inspirer d'expériences d'autres personnes. Et je me suis trouvée super à l'aise sur scène. Et puis cette problématique de la place de la femme, ce parcours-là d'être la première femme, que ce soit dans le groupe militaire de haute montagne, à l'école militaire de haute montagne ou encore dans les CRS montagne, c'est quand même assez particulier, assez unique. À croire que je cherche des embrouilles, mais non, ça s'est fait un petit peu par hasard. C'est un phénomène de société qui fait qu'aujourd'hui les femmes, elles ont cette place-là dans ces institutions. Moi, si j'étais née 10 ans plus tôt, j'aurais absolument pas pu faire tout ce que j'ai fait parce qu'il n'y avait pas de femmes. Et avant moi, il y a des femmes qui ont poussé des portes. Et après moi, il y en a encore d'autres qui vont en pousser encore d'autres parce qu'il y a encore d'autres portes à pousser. Et c'est ça qui est chouette.
Et puis finalement, maintenant, dans tous les comités d'entreprise, t'es un petit peu obligé d'avoir un comité mixité, un comité égalité homme-femme. T'es un petit peu obligé d'aborder le sujet, quoi, que t'aies envie ou pas envie, en tant que directeur, président de n'importe quelle entreprise. Voilà, maintenant, c'est des sujets qui sont incontournables et les femmes se mobilisent, elles s'organisent pour créer des événements autour de ça, de ces questions, pour en discuter. J'ai repris un petit peu les études aussi sur ce master égalité homme-femme dans les activités physiques et sportives, APS, donc le master égal APS, tenu par Cécile Autogali à Lyon 1, et j'ai fait quelques semaines et c'était vraiment juste passionnant et j'ai pas eu le temps de faire plus, mais bon, voilà, c'est pas fini. Et voilà, c'est des sujets qui sont quand même d'actualité. Les congés paternité se rallongent, les droits pour les femmes s'améliorent. Il faut rien lâcher parce qu'il y a des pays où quand même ça prend des grosses claques. Là, en Pologne, on a perdu le droit à l'avortement et ça c'est quand même très très grave parce que vivre une grossesse non désirée, ça doit être juste horrible. Déjà quand tu vis une grossesse désirée, et ben franchement, t'as l'impression d'avoir un truc qui squatte ton corps, surtout quand t'es sportif et que t'as toujours utilisé ton corps et c'est ton outil de travail, et là t'as un espèce d'être qui grandit dans ton ventre et qui squatte, quoi, et qui prend vachement de place, et c'est le seul moyen de venir sur Terre, et t'as pas le choix que de lui laisser de la place, et voilà, c'est pas. Voilà, il y a des femmes que ça remplit, que ça épanouit, mais il y a des femmes comme moi qui trouvent que c'est un poil envahissant, même si c'était choisi. Alors j'imagine si encore c'est une grossesse qui n'est pas choisie, c'est d'une violence physique qu'on a du mal à imaginer, surtout quand on est un homme, peut-être, je sais pas. Mais en tant que femme, si j'avais pas été enceinte, je pense que j'aurais pas imaginé à quel point c'est violent. Parce que ton corps, il se transforme, il souffre, et t'as pas choisi. Et ça t'est imposé à toi. Et ça, c'est vraiment, vraiment dur. Et perdre le droit à l'avortement, moi, je trouve que c'est une catastrophe, quoi. Enfin, voilà, faut rien lâcher. C'était juste une expérience personnelle. Mais faut rien lâcher parce que dès qu'on relâche un petit peu dans les revendications pour les droits des femmes, on les perd. Donc il faut pas perdre de vue qu'on est un être humain à part entière et qu'on n'a pas de raison de devoir faire plus, de devoir montrer plus, et qu'on mérite tout autant et qu'on a plein de beaux potentiels chez les femmes. Dernière question, Marion, pour finir ce podcast. C'est quoi les portes qui restent à pousser dans l'alpinisme ? L'alpinisme de haut niveau, et puis l'alpinisme tout court, en fait. Aujourd'hui, devenir une femme guide de haute montagne, pour une femme, ça reste encore une sacrée performance. Moi, je suis la 17e femme guide de haute montagne en France, et j'ai 36 ans aujourd'hui. J'ai pas l'impression d'être vieille, et pourtant, je suis que la 17e. Donc, devenir femme guide aujourd'hui, ça reste encore un exploit. Tu seras la 35e, la 40e, mais ça fait quand même pas beaucoup sur les centaines d'hommes qui sont devenus guides de haute montagne, et même les milliers, parce qu'il y en a 1700 actifs, mais il y en a bien plus que ça qui ont été diplômés. Et de la même façon, faire des métiers comme le secours en montagne, ça reste exceptionnel. On n'est que 4 aujourd'hui. On sera sûrement 6 là, d'ici 2 ans. Il y a deux jeunes femmes là, qui se préparent pour les examens. Mais on n'est quand même que 6 sur 200. Il y a encore beaucoup à faire. La politique, j'en parle même pas parce que je ne connais pas très bien ce milieu. Mais je crois que c'est assez parlant. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, il y a de toute façon, tous les postes de pouvoir et de finance sont encore à pourvoir pour les femmes. Et puis, alors peut-être que le monde de demain, ce sera peut-être pas ça d'ailleurs les objectifs, et ce sera peut-être chouette aussi. Je pense que les femmes, elles peuvent aussi apporter d'autres valeurs justement, et peut-être inverser cette course vers faire une carrière, vers aller dans des métiers difficiles et exigeants, et peut-être que les femmes, elles pourront apporter d'autres choses aussi, et ça, voilà, je serais curieuse de voir aussi ce que ça peut amener. Il y a différentes façons d'appréhender le truc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une richesse, il y a du potentiel. Et je pense que les femmes, il faut les écouter, il faut les écouter sérieusement et prendre en compte leurs besoins. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de culturel, ça se mélange avec le naturel. Voilà, mais il y a tout ce travail sur la féminité. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, ça fait 13 ans que je suis dans la fonction publique, et j'ai jamais eu de collègue femme. À part cette année, ça y est, j'ai une collègue à la section CRS Montagne d'Almerville. Donc c'est la première année, des fois on fait des entraînements toutes les deux, on a fait un entraînement toutes les deux. Donc depuis cette année, j'ai une collègue femme, et voilà, c'est chouette. Alors c'est pas plus ou moins bien qu'avec un collègue homme, hein. C'est juste que c'est plus simple parce qu'on a tout de suite plus d'affinité, et on se connaît depuis même avant de rentrer dans cette spécialité, donc c'est assez chouette. Mais voilà, il y a cette question sur la féminité. Quand t'es entourée d'hommes tout le temps, t'as l'impression que tu te perds un petit peu en tant que femme, et après tu vas rechercher des groupes de femmes pour travailler un peu sur cette féminité. Ça, c'est encore toutes des questions où à seulement 36 ans, je pense que je débute, et je pense
pense qu'il y a encore tout un champ d'exploration, et ça, c'est chouette. Et je pense que là, les femmes, elles ont vraiment des choses à apporter. Il ne faut pas perdre cette féminité de vue, et il y a peut-être d'autres choses. Alors voilà, le pouvoir de la vie, c'est quand même quelque chose, de donner la vie avec un grand V. Là, on se rend compte de la fragilité de la vie, et je pense que les femmes n'auraient jamais pu inventer la guerre. Il suffit d'avoir porté un enfant dans son ventre pour ne pas avoir envie d'aller tuer des gens, parce que franchement, c'est du job. Et encore, quand tout se passe bien. Et voilà, voilà, il y a des choses comme ça. Clairement, les femmes, elles ont la vie avec un grand V, et je pense que ça, il faut les écouter là-dessus. Et ah oui, non, ouais, je sais plus, non, j'allais raconter encore un autre truc, mais... Vas-y, hein. Non, mais c'était l'histoire de ma collègue. Ouais, non, mais ça, c'est quand même une belle histoire, je trouve. Ouais. Non, mais vas-y. Non, mais vraiment, je t'en prie. Parce que là, maintenant, on est 2 à la CRS Montagne. Et en fait, Cécile, on se connaît depuis avant le Secours Montagne. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que Cécile, elle a participé à la création du GFHM, du groupe féminin Haute-Montagne, donc le tout premier groupe non mixte créé avec le CAF. Et moi, j'ai un peu bénéficié de cette mouvance parce que je suis rentrée donc à l'ENAF, c'est le premier groupe féminin de la FFME, c'était un peu pour faire le penchant au CAF, voilà, parce qu'il y avait un peu une concurrence entre les deux fédérations. Et donc, en fait, grâce à Cécile, j'ai bénéficié d'un groupe féminin qui a été un tremplin pour ma carrière parce que ça m'a permis de me faire repérer pour rentrer au GMHM, ça m'a permis d'avoir des copines de cordée, d'aller partir sur des courses plus ambitieuses, de me projeter dans le métier guide de haute montagne, parce qu'à ce moment-là, je rencontre une femme guide qui nous encadre, Valérie Hommage, et à ce moment-là, il y a déjà Karine Ruby était déjà aspirante guide et Sarah Berthelot aussi, elles étaient avec nous dans l'équipe. Donc vraiment, ça a été un beau tremplin pour ma carrière, ces groupes féminins. Et puis plus tard, moi je rentre en 2016 au CRS Montagne, et au moment où je rentre, Cécile, elle voit que ça y est, il y a une femme, parce qu'en fait, elle s'était renseignée pour rentrer au CRS Montagne. Elle s'était renseignée 10 ans plus tôt. Elle est plus âgée que moi, Cécile. Et en fait, 10 ans plus tôt, on lui a dit, écoute... En 2006, 2008, 2010, on lui a dit, écoute, il n'y a pas de femme en CRS. Ce qui était vrai, parce que la première femme CRS maintien de l'ordre, c'est 2012. Il y avait une femme officier CRS en 2008. Voilà, officier, c'est un autre boulot, t'es plus manager que vraiment sur le terrain. Et donc, on lui a dit, écoute, il n'y a pas de femme en CRS, donc tu peux pas venir en CRS montagne. Et puis, à une époque, il fallait faire plus d'1m60, et puis là, c'était plus vrai. Mais bon, le gars, il n'avait pas été très bien informé. Il lui a dit, puis il faut faire plus d'1m60 pour de toute façon rentrer dans la spécialité, donc tu peux pas. Donc, quand elle s'est renseignée pour entrer dans la spécialité en 2008-2010, on lui a dit, en fait, non, tu peux pas, il n'y a pas de femme. Et en fait, légalement, ils peuvent pas interdire l'accès à cette profession. Ils n'ont pas le droit, parce que ce serait illégal et discriminatoire. Mais comme il n'y a pas de femmes, en fait, personne ne savait trop si c'était OK. Et puis, en tant que femme, toi, tu n'oses pas trop non plus, parce que tu ne sais pas si c'est OK, si tu vas avoir le niveau, si ça va être accessible, si ça va être agréable ou plutôt très dérangeant d'être la seule femme au milieu d'un groupe d'hommes. Voilà, et du coup c'est hyper compliqué de rentrer dans cette spécialité, donc c'est chouette parce que grâce à Cécile, moi j'ai fait part d'un groupe féminin, et puis moi je rentre dans la spécialité secours montagne, et grâce à moi elle a rejoint la spécialité. Elle a passé le concours à 35 ans, c'est la dernière, c'est la limite d'âge pour rentrer dans la police nationale. Elle a fait son année d'école, son année de commissariat, ensuite elle a fait tous ses stages, elle avait 37-38 ans. Elle m'a dit, c'est vrai que j'aurais bien aimé faire les stages un peu plus jeunes. Elle a fait le choix de pas avoir d'enfants, donc déjà au niveau de la carrière c'était plus simple à gérer, mais voilà, je trouve ça chouette, comment nos histoires finalement elles se croisent, et finalement on se rend compte que la moindre petite action, ça peut avoir des conséquences derrière qu'on n'imagine pas forcément tout de suite, et parce que finalement c'est parce qu'elle a créé le groupe féminin que moi je suis rentrée, que moi j'ai eu un tremplin, que je suis rentrée au secours en montagne, que du coup finalement Cécile est venue au secours en montagne. Enfin, voilà, je trouvais que c'était une belle histoire qui se joue sur plus d'une dizaine d'années, on parle de 15 ans là, tout ça s'est fait en 15 ans, mais c'est une jolie histoire, non? Si, c'est un beau témoignage. Ouais, non, mais c'est trop cool. Et bien voilà, le camp de base épisode 14 avec Marion Potvin, c'est fini pour aujourd'hui. Alors ça se finit un peu sèchement sur une musique parce qu'en fait on a tellement parlé, ça a duré assez longtemps, l'enregistrement c'était hyper intéressant, qu'on a oublié de se dire au revoir. Marion est repartie vite en courant faire de la rando à la frontale, et donc on a oublié de se dire au revoir, donc voilà, ça se finit comme ça. Cet épisode, il termine aussi la saison 1 du camp de base. Voilà, il y aura encore quelques épisodes hors série qui sortiront par-ci par-là. Merci infiniment de faire vivre ce podcast. Je sais que vous êtes beaucoup à le relayer, vous êtes beaucoup et de plus en plus à vous inscrire sur Instagram. Il y a tous les jours des gens qui viennent sur le site internet www.campdebase-podcast.com. Ça fait hyper chaud au cœur. Continuez à
à relayer ce podcast, à nous raconter ce que vous aimez dedans. Ça me fait hyper plaisir. Et puis on se retrouve pour une saison 2. On va chercher de l'argent maintenant. Ça va être mon travail de cet été, chercher de l'argent, trouver des sponsors, arriver à faire vivre ce podcast pour qu'il reste gratuit pour vous, les auditeurs et auditrices, mais qu'on arrive à créer des synergies dans le monde de la montagne. Voilà. Si jamais vous avez des pistes, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures au camp de base. Et si jamais vous avez envie de continuer cette aventure qui va continuer cet été, cet automne, vous pouvez vous inscrire à la lettre bimensuelle qui s'appelle l'Ascension sur le site internet que je vous ai donné tout à l'heure, que je remets dans la description du podcast. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir été les auditeurs que vous êtes. À très vite.